Écoutez, bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être présents. Bonjour et merci également à celles et à ceux qui nous suivent à distance. Vous savez, là, je parle pour ceux qui sont à distance. Vous avez la possibilité de poser des questions et puis on me les transmettra. Voilà. Alors, management éthique. Certains pourraient dire rayer la mention inutile. D'autres pourraient dire, bah, c'est un pléonasme. En tout cas, ça devra en être. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière ces deux mots? Qu'est-ce qu'on met derrière les deux mots ensemble? Et puis finalement, est-ce que c'est réellement de management au sens où on l'entend quotidiennement qu'il va être question aujourd'hui? Alors, je vais très vite laisser la parole à notre invitée, Dominique Duponviot, qui est coach et formatrice, et que, pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion de voir à l'œuvre, de voir intervenir. Je sais qu'elle a un talent particulier pour faire émerger les talents et les capacités de chacun, justement. Alors, très vite, je laisse la question. C'est bien, je t'ai pas du tout mis la pression, c'est bien, tout va bien. Merci, je suis très détendue. Je laisse très vite la parole à Dominique. Tu vas dire à notre auditoire comment tu organises la conférence. Et puis très vite, je te laisse la parole. Avec plaisir, merci. Bienvenue à tous. Management éthique, ce n'est pas une technique de plus. Il y a plein de techniques de management. C'est pas quelque chose qui m'intéresse et je ne suis pas une technicienne. Ce n'est pas non plus une recette. Je ne suis pas une cuisinière. Je dirais, c'est un état d'esprit. Et finalement, je vous parlerai peu de management. Je vous parlerai de bien d'autres choses qui vont vous aider à resserrer votre éventail et de voir chez vous comment ça se passe, quel manager vous êtes, quel manager vous avez envie d'être et comment vous travaillez avec autrui, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les collègues et que ce soit la hiérarchie. Voilà, donc le décor est planté. Et pour faire cette conférence, d'abord j'ai suivi une formation très intéressante dont je pourrais vous parler à l'issue de notre moment ensemble, mais surtout je suis partie de constats. D'abord des constats et ensuite des questions. Alors peut-être ensemble nous aurons certaines réponses à certaines questions, peut-être pas, mais le but de ce travail ensemble, et je souhaite que ce soit vraiment interactif, donc intervenez, posez-moi des questions, dites-moi si vous êtes d'accord, pas d'accord, comment ça résonne chez vous. Plus ce sera animé, plus ce sera intéressant pour vous et plus vous en retirerez quelque chose à l'issue de ce moment partagé. Premier constat, j'en ai deux qui ne sont pas du tout agréables. Premier constat qui a été fait par la sociologue Dominique Méda, qui est une très grande sociologue, concernant tous les pays d'Europe, la France est au dernier rang avec la Slovaquie pour ce qui concerne les conditions de travail. Et d'un. On est quand même 27. France. Hein, moi, j'ai quand même mon petit coup de cocorico. Ça m'a fait mal quand j'ai entendu ça. Deuxième constat qui renforce le premier. La France, en revanche, est au premier rang pour ce qui concerne les accidents de travail. Donc, ceci découle de cela. S'il y a accident de travail, ça veut dire pas de protection, pas le temps, tout un ensemble de facteurs qui font que les personnes, je ne vais pas dire se mettre en danger parce que ça, c'est de la pomme dauphine, mais où elles prennent des risques inutiles, où elles ne sont pas ce qu'elles font. Et je dirais que plus que de prendre des risques inutiles, et je l'ai vu avec des gars qui travaillaient à l'EDF, ils ne sont pas ce qu'ils font parce qu'on leur demande tellement de processus que ça les lasse et ils ne sont plus dans leur cœur de métier. Voilà. Donc ça, c'était une introduction. Il y a d'autres constats dont je vais vous faire part et après les questions que je me pose et que je vous pose. Il y a un manque de codétermination entre les actionnaires et les salariés. Chacun est à un bout de segment. Il n'y a aucun travail en commun, aucune mise en commun, aucun intérêt commun, je dirais. Les uns sont dans le travail, la tâche, le cœur de métier, les autres sont dans le chiffre. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble et pour donner une orientation, une direction à l'entreprise quand chacun tire de son côté? Imaginez une corde, les salariés d'un côté, les actionnaires de l'autre, et plutôt que de collaborer, chacun tire la corde à soi. C'est
plus fort, qui sera le mieux disant. Des impératifs financiers de performance, bien évidemment. Le but de l'entreprise, c'est d'être bénéficiaire et de satisfaire les actionnaires. Accroissement, je vous les donne en vrac, hein, accroissement de la charge mentale, et vous êtes les mieux placés pour voir comment vous travaillez aujourd'hui par rapport à peut-être il y a quelques années. Qu'est-ce que c'est que le travail bien fait? Quel est l'indicateur du travail bien fait? Et comment est-ce que vous vivez tous les reporting, processus, etc., qu'on vous demande de faire, hein? On assiste aujourd'hui à une grande baisse de l'attractivité managériale. Ce n'est pas en soi le métier de manager qui n'intéresse plus, mais c'est tout ce qu'on y met dedans et toutes les pressions et toutes les tensions que l'on fait subir aux managers. Et on s'aperçoit que plus on monte haut dans la pyramide, et ici vous êtes dans un système pyramidal, hein, il n'y en a qu'un en haut, un PDG ou un DG, plus on monte en haut, plus le stress est grand, hein, parce que plus les pressions sont intenses, et tout ce stress des cadres de haut niveau, ben, qu'est-ce qu'il fait dans la pyramide? Il découle dessous tous les collaborateurs qui, dans les strates les plus basses de la pyramide, reçoivent toutes ces tensions, tout ce stress, avec en plus souvent un manque de communication et un manque d'information. Donc, comment travailler dans ce bas de pyramide quand en haut, déjà, on peut se demander, mais où va-t-on? Et c'est quelque chose que je suis en train de voir notamment avec France Travail, enfin ex-Pôle emploi, hein, avec les nouvelles directives. Bon, c'est le secteur public, hein, donc c'est pas les actionnaires, c'est Bercy. Mais où va-t-on? Un grand vide. Donc, si on ne sait pas où on va, on ne peut pas travailler sur le comment. Hein. Donc, pour l'instant, ben, il y a une mise en place qui va demander bien 4 saisons. Hein. Et par ailleurs, la production est souvent, on parle beaucoup d'environnement, hein, non seulement d'éthique, mais d'écologie, et la production se fait beaucoup en dehors des enjeux sociétaux et environnementaux. Chaque entreprise a une responsabilité au niveau de la société et au niveau de l'environnement. C'est l'effet de l'aile du papillon, hein, ce que je fais ici, qui a peu d'incidence, par voie de conséquence, et dans l'amplification sur l'ensemble de la planète. Multipliez toutes les entreprises et vous verrez ce que ça donne. Il ne faut pas s'étonner de l'état du monde et de notre planète qui ne tourne plus rond, mais qui tourne vraiment comme une patate en ce moment. Hein. J'espère que ça va s'arrondir. Je suis optimiste de nature, donc pourquoi pas. Hein. Nouvelle donne aussi avec le télétravail. Et quand je vous dis l'effet de l'aile du papillon, les personnes, pour beaucoup, ça va jusqu'à, en ce moment, 5 jours par semaine de travail chez soi, dans certaines entreprises et surtout dans le secteur public. Hein. Donc, les personnes ne se retrouvent plus. Par voie de conséquence, il n'y a plus le réseau, l'entraide, cette communication, ce travailler ensemble, les questions qu'on peut se poser, l'entraide que l'on peut s'accorder. Et par voie de conséquence, ben, qu'est-ce qui fait les restaurants, quand il n'y a pas de restaurant d'entreprise, n'ont plus de clientèle. Les transports, ben, y en a moins parce que les gens se déplacent moins, peut-être pas sur le périphérique, hein, mais je parle des bus et autres transports en public. Donc, l'effet de l'aile du papillon, là aussi, avec le télétravail. Voyez comment vous le vivez. Vous avez combien de jours de télétravail par semaine? 2 max? Vous, 1? Oui, d'accord. Donc, à vous de voir comment vous le vivez. Pour certains, ils le vivent bien. Ça évite d'avoir des heures de transport invraisemblables. Si j'ai pas une chambre à moi, enfin un bureau à moi dans la maison, ben, c'est difficile de fonctionner en télétravail et de s'organiser aussi par rapport à l'espace-temps. Hein. Non, c'est pas obligatoire, c'est optionnel. Et c'est ça qui est bien. Donc, en fonction de ce que vous vivez, vous pouvez choisir. Mais certaines entreprises n'ont pas le choix et là, c'est là où ça devient beaucoup plus difficile. Je suis toujours dans les constats. Le temps, eh ben, le temps est devenu la mesure la plus immédiate de la performance urgente. Nous sommes dans une urgence permanente. Donc, c'est important de revenir à une échelle individuelle. Qu'est-ce qui est important pour moi ?
C'est parce que c'est mon hiérarchie qui me demande le travail ou c'est parce que c'est le dossier qui demande d'être fait dans l'urgence, hein? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui m'apporte du plaisir dans le travail? Alors ça, on a presque l'impression que c'est un oxymore, hein, travail-plaisir, mais sacrebleu, si on ne choisit pas ce qu'on fait, on ne peut pas être bien et pas longtemps. Le risque, c'est de tomber dans la routine, de ne plus avoir de recul par rapport à sa vie laborieuse. Et après, c'est le corps qui parle. J'évoquerai le burn-out, l'épuisement professionnel tout à l'heure. Et dernier constat, il y en a bien d'autres, mais je vous donne les essentiels. La prépondérance des KPI, hein, le Key Performance Indicators, les indicateurs clés de performance, ben oui, c'est le chiffre au détriment des humains et des moyens. Et ça, le KPI, c'est la performance de l'entreprise. L'entreprise doit être performante. Mais qu'est-ce que c'est que d'être performant? On ne peut pas être dans le superlatif à longueur de temps, on ne peut pas être dans le toujours plus. À un moment, quand même, les ressources humaines, ce sont les personnes. Et quand j'ai fait, je dis n'importe quoi, je ne suis pas une sportive, mais 100 mètres en 10 secondes, je ne peux pas le faire en 2. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on met dans performance? Qu'est-ce que vous mettez dans performance? En quoi êtes-vous performant? Qu'est-ce que vous recherchez? Hein? Est-ce que c'est la rapidité, la satisfaction du manager? Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est dans vos valeurs le travail bien fait? Est-ce que il y a plein de choses sur lesquelles réfléchir. Donc, à partir de ces constats, il est encore temps d'arriver. Soyez la bienvenue. Plusieurs questions. Comment redonner sa valeur au travail de manière constructive, responsable et éthique? Nous sommes chacune responsables de notre travail. De se dire qu'on est responsable, ça évite de croire que l'on peut être coupable. La culpabilité n'a strictement aucun intérêt. On peut être coupable d'un crime, d'un meurtre ou d'un assassinat, mais alors pour le reste... Et pourtant, la culpabilité a long cours. Hein. Oui, j'ai pas fait ça. Tous ces petits dialogues intérieurs que l'on se dit à soi-même et qui font que on s'amenuise, on se déqualifie, voire on se disqualifie pour un certain nombre de choses. Deuxième question, comment gérer les équipes en stimulant créativité et innovation? Dans beaucoup d'entreprises, créativité, innovation, on en parle beaucoup trop peu. Alors que chaque personne peut avoir des idées, certains plus que d'autres, ça leur est plus accessible parce que les personnes aiment aller vers la nouveauté, d'autres au contraire préfèrent rester avec des terrains connus, etc. Mais si on réunissait tous les collaborateurs et on disait voilà en l'état actuel des choses, comment nous travaillons là où nous en sommes, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre, différemment, autrement, pour que ce soit plus incitatif, pour innover par rapport à nos habitudes, par rapport à ce qu'on a créé précédemment. On ne peut pas continuer sur ce qui a déjà été fait. C'est derrière, c'est passé. Donc comment allons-nous vers des nouveautés dans cette société qui bouge très très vite, qui est dans une mobilité constante, qui peut en effarer certains? Je vois dans des métiers peut-être moins, comment dirais-je, je vais pas dire moins spécialisés, mais de moins haut niveau de compétences et de capacités. Si on fait bouger sans cesse, et je l'ai vu dans une entreprise auprès de techniciens sur des grosses machines en papeterie, tous les ans on les faisait changer de machine, alors que les gars ils connaissaient leur machine. Eh ben non, mobilité, faut les faire bouger. Ben, qu'est-ce que ça fait? Congé de maladie, alcoolisme, tout ce qui peut être compensatoire par rapport à la perte de repères. Nous avons besoin de repères. Simplement, les repères, maintenant, ils ne sont plus dehors, là-bas, ils sont dedans. Donc, si nous sommes des personnes qui vivons bien, équilibrées, vie personnelle, vie professionnelle, ça va, nos repères sont à l'intérieur, j'ai mes marques et mes remarques. Mais si dans ma vie privée, ça va pas, ou dans ma vie professionnelle, ça va pas, où sont les repères? Ils sont complètement éclatés. Comment est-ce que je fais pour bien faire et pour être dans... Je parle, moi, de confort professionnel, je parle pas d'une charentaise, mais je suis bien dans ce que je fais ou pas. Et là, vous seul pouvez avoir la réponse. Parce que si vous n'avez pas la réponse, votre manager, il va vous dire, tiens, fais comme ça. Vous êtes gaucher, le manager est droitier. Ben, vous allez faire ce qu'il va vous dire, mais vous ne serez pas à l'aise et vous n'irez pas longtemps avec sa main.
au détriment de la vôtre. Hein. Donc, c'est à vous de trouver comment faire, comment bien le faire et de trouver là ce bien-être et ce confort au travail. Il y a plein de questions à se poser. Hein, et finalement, la plupart du temps, on n'a pas le temps de se poser des questions parce qu'il faut faire vite. Hein. Comment faciliter aussi l'équilibre au quotidien entre vie personnelle et vie professionnelle. Il y a un constat que j'ai oublié et il est d'importance, bon, chacun ses lapsus, c'est l'inadaptation de l'entreprise à l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail. On est quelques femmes ici, nous savons bien toutes les charges que nous avons. Bon, on doit faire les mêmes horaires que les autres et nous sommes très souvent accusés d'absentéisme. À mauvais escient, je voudrais bien qu'on me prouve que les femmes sont plus absentes que les hommes. Ce n'est pas très intéressant. Hein. Mais l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, là, on a encore pas mal de travail à faire là-dessus. Hein, voyez comment vous vivez les deux, parce que c'est pas simplement la vie au bureau, les 7 heures que vous devez faire au bureau, c'est aussi le temps de transport. C'est tout ce avec quoi vous rentrez chez vous, que vous n'avez pas réglé dans la journée. C'est tout ce avec quoi vous arrivez le matin, que vous n'avez pas réglé la veille. Et j'avais un stagiaire, un rugbyman, un gars du Sud-Ouest qui travaillait en usine et qui disait, moi, quand je rentre chez moi le soir, je me suis épié sur le paillasson. Et ben, je trouve ça joli, cette image. Quand on rentre du travail, hein, symboliquement, le travail, on le laisse derrière pour être disponible à sa vie privée, à la vie de famille, à soi, temps de travail, temps de récréation, temps de pause. Imaginez une musique qui n'a pas de pause, c'est plus de la musique. Hein. Donc, comment est-ce que vous vivez votre temps entre l'un et entre l'autre? Vous voyez, je ne suis pas tant dans le management que comment est-ce que je me vis dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle, les deux étant absolument indissociables, bien évidemment. Vous avez 2 bras, vous avez 2 vies. Alors, à partir de ce constat et de ces questions, vous avez des interventions ou des questions que vous voulez poser? Vraiment, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, parce que je m'entends bien avec moi-même, mais je veux surtout que nous nous entendons bien ensemble, c'est ça l'essentiel. Donc, il est grand temps de se repositionner. Quand je dis se repositionner, c'est, j'ai l'image, à un moment, je travaillais avec les métiers d'art et du patrimoine et les artisans, les artistes m'ont appris le beau geste. On parle du beau geste. Pour nous, c'est le beau geste mental. Se repositionner, c'est quoi? C'est pas forcément tout changer, tout transformer, tout faire bouger. Ce sont des petits réajustements. Commencez déjà par voir votre lieu de travail. Est-ce qu'il est suffisamment ergonomique? Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que vous ne tournez pas le dos à une porte avec des énergies qui passent à longueur de temps? C'est dire comment est-ce que je travaille? Comment est-ce que je crée des relations avec autrui? Comment est-ce que j'accompagne mon équipe? Comment je suis à l'écoute tout en restant à ma place? C'est ce qu'on appelle la posture méta. Méta, je suis à ma place, Dominique, je suis en train de vous parler, mais je suis avec vous et dans l'empathie avec vous. Alors tout le monde n'est pas empathique, et il n'y a pas d'obligation, à chacun son style, mais je suis à ma place et à ma juste place. Et ça, c'est très important pour le manager, d'être à sa place et à sa juste place. Autrement, il peut être tenté de faire à la place de... C'est facile, hein, c'est le mythe du sauveur. Vous connaissez peut-être le triangle de Karpman ou le triangle dramatique. Il y a des managers qui me disent « Ah oui, mais moi, je suis le pompier. C'est tellement gratifiant d'être pompier. J'éteins le feu. Ouais, génial, j'ai sauvé le monde. » C'est le rôle du manager, je ne le pense pas. Il y a autre chose à faire plutôt que d'entrer dans ce triangle dramatique en ayant ces petits bénéfices immédiats sur lesquels je reviendrai parce que, oui, j'ai éteint le feu et j'ai réglé la situation. Donc, important de nous repositionner, de changer nos critères de performance, de retrouver un équilibre professionnel sain. Est-ce que votre vie professionnelle est saine? Vous êtes les seuls à pouvoir répondre à ça. Et des relations basées sur, je dirais, le développement personnel.
développement personnel dans le sens de l'épanouissement de chacun dans le monde du travail. On peut s'épanouir dans le monde du travail. Mais tout commence par la question, est-ce que vous avez choisi le travail que vous faites et là où vous êtes? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Comment je fais? Est-ce que je m'adapte? Est-ce que c'est pour un temps? Est-ce que je transforme? Qu'est-ce que je transforme pour être bien dans mon environnement et pouvoir m'y adapter de la meilleure façon possible, hein? D'où, ce qui est fondamental, c'est d'être en conscience ce que je dis, ce que je ne dis pas, ce que je fais, ce que je ne fais pas, hein. Parce que tout ce que nous faisons a encore une fois une incidence sur les collaborateurs, les managers. Encore une fois, avec quoi rentrons-nous chez nous, hein, c'est l'effet de l'aile du papillon. Il est grand temps aussi dans ce repositionnement de se centrer sur nos besoins fondamentaux. Qu'est-ce que c'est le travail pour vous? Chacun sa définition, hein. C'est vrai que ça vient d'une notion de souffrance et de torture, hein. Nous, les femmes, nous allons enfanter dans la douleur et les hommes, vous allez gagner votre pain à la sueur de votre front et nous aussi à la sueur de notre front, donc double torture, hein. En dehors de là, est-ce que le travail peut être un plaisir, une réalisation de soi, une manière de vivre, hein? Donc, quelle importance donnez-vous au travail? Et par-delà, à quoi chacun d'entre vous contribuez-vous? Pas simplement à avoir une feuille de salaire à la fin de la journée, mais ah oui, je voulais faire un petit schéma quelque part. Je peux l'effacer, enfin je sais pas, vous l'avez lu, c'est Maria Montessori, vous connaissez tous quand même les écoles Montessori, hein. Donc elle est décédée en 52 et j'aime beaucoup cette phrase que je pourrais vous redonner. Il y a éduquer ou manager consiste à guider l'activité et pas à la réprimer, hein. Le rôle du maître ou du leader est de nourrir, d'aider, d'observer, d'encourager, de guider, d'inciter et non pas de se mêler, d'ordonner ou d'interdire. Et ça, c'est le schéma de l'école qui est reproduit en entreprise, hein. Je vous la redonnerai. Je voulais juste vous faire un petit schéma tout simple qui résume bien les choses. Et elle l'a dit il y a longtemps, hein. Donc, comment nourrissez-vous, comment observez-vous, comment accompagnez-vous? J'ai eu des managers qui m'ont dit, moi je manage par la terreur. J'ai ri, je pensais qu'ils plaisantaient. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ah oui, le pouvoir, l'ego, je fais peur, on va me respecter. Les managers qui arrivent, un sur deux, gueulards, très extravertis, qui imposent, moi je les regarde comme des tout petits bonhommes. Parce que s'ils ont besoin d'un aussi grand jeu, c'est qu'ils ne sont pas si forts à l'intérieur d'eux. C'est même pas la peine d'être impressionnés. Repositionner l'autre aussi à sa juste place, c'est-à-dire prendre une distance suffisante pour ne pas être impressionné par la hiérarchie, tout simplement. Et ça peut être impressionnant parfois, hein. Juste un tout petit schéma pour que vous vous positionnez. Chacun d'entre nous existe, hein. Là, je vous donne finalement le mot-clé sur lequel j'ai fondé toute cette conférence, le savoir-être. Je fais, moi, manager, mes actions. Je suis dans le savoir-faire. Et la plupart du temps, on s'occupe bien plus du savoir-faire que du savoir-être, mais je vais revenir dessus parce que c'est mon dada. Avec celui-ci, quels sont mes potentiels? Donc, est-ce que vous savez répondre à la question, qui êtes-vous? Moi, manager, qui suis-je? Imaginez, vous êtes nouveau manager, vous rencontrez votre équipe et vous vous présentez à votre équipe. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi, manager, dans mes savoir-faire, voilà.
et j'aime le faire savoir, et dans les potentiels, c'est-à-dire tout ce que je peux faire, toutes les richesses qu'il va falloir sortir, extirper, et que nous allons vivre ensemble. Ça, je l'entends rarement. Quel manager êtes-vous? Soyez le bienvenu, c'est pas encore fini, vous avez le temps d'arriver. Alors aujourd'hui, des questions par rapport à ça ou des remarques? Oui? Et dites-moi si vous arrivez à me lire, hein, parce que j'ai juste pas bien compris c'est un peu palo. J'ai juste pas bien compris ce que vous entendiez par potentiel. C'est le potentiel de nous, Votre potentiel et celui de l'équipe, bien évidemment. Mais potentiel, ça vient du latin potere, c'est pouvoir, tout ce que je peux faire. On parle toujours de compétences. Vous êtes compétent, allez, en anglais, parce que vous avez appris l'anglais. Bon, ok, la compétence est finie, c'est terminé. Mais potentiellement, qu'est-ce que vous pouvez faire que vous n'avez pas encore fait, que vous n'avez pas osé faire? La compétence est limitée, le potentiel est infini. Et ça, on l'apprend à des tout petits dans des écoles qui travaillent tout à fait différemment. Quand on parle sur la créativité ou sur l'innovation, on est dans le potentiel. Parce que c'est ouvert, il n'y a aucune limite à la créativité, aucune limite à l'innovation. Alors que compétence, ben oui, je sais chanter. Bon, d'accord. Et alors? Hein, c'est pour ça que quand on parle de bilan de compétences, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Le bilan, je sais ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que vous allez faire demain. Faites-moi une proposition, soyez une force de proposition, comme on dit maintenant. Hein. Et compétences, ben, compétences, c'est ce que vous savez faire, mais ça ne me dit pas si vous aimez le faire. Donc, quand on fait un curriculum vitae avec ses compétences, et je l'ai eu avec de nombreuses personnes, notamment une femme qui était secrétaire, elle voulait devenir commerciale. Qu'est-ce qu'elle avait sur son bilan de compétences? Elle avait secrétaire. Je dis, vous allez être secrétaire puisque vous savez être secrétaire. Et elle n'arrivait pas à déboucher sur autre chose, surtout qu'en France, on fonctionne quand même pas mal par silo, je te laisse parler, hein. On fonctionne par silo et les passerelles sont extrêmement difficiles. On est très, très, très fermé en France. Je dis pas que c'est forcément mieux ailleurs, mais je pense quand même aux États-Unis qui fonctionnent différemment. Il y a beaucoup plus de facilité de mobilité. C'est un jeune pays qui est né dans la mobilité, donc forcément, ça fait partie de leur éthique. Tu voulais dire quelque chose d'abord? Oui, Dominique, je rebondis sur cette question de compétences versus, enfin pas versus, mais et de potentiel. Il y a aussi ce qu'on appelle les compétences transférables. Oui. C'est-à-dire qu'à partir d'une compétence acquise, ça peut ouvrir des horizons sur une activité potentiellement transférable. Ouais. Donc la conscientisation d'une compétence, ça peut aussi faire partie de la réflexion sur le potentiel. Oui. C'est un seuil. La compétence, ok, je sais faire ça. Ça me permet d'aller vers où, hein? C'est comme on dit, passe ton bac d'abord, et après je peux faire ce que je veux. Compétence, c'est un peu ça. C'est voilà, maintenant que je sais faire ça, et après, et en plus. Mais surtout, les termes auxquels je tiens particulièrement, c'est différemment, autrement. Comment puis-je faire différemment pour le faire mieux? Comment puis-je faire autrement pour m'approprier ma propre façon et aller à la découverte de mon style? Il y a autant de managers qu'il y a de personnes ici. Il n'y a pas un profil de manager. Il n'y a pas une recette de manager. D'abord, est-ce que vous aimez être manager pour ceux qu'ils sont? Partant du principe qu'on n'aime jamais mieux que ce que l'on met et fait. Moi, je l'ai été manager, j'aime pas ça. Moi, j'ai arrêté. Ouf, tranquille. En revanche, formatrice, coach, là, c'est du plaisir, c'est un métier passion pour moi, donc je le fais avec passion. Je laisse manager à des gens qui savent faire ça et qui aiment ça. Hein. Mais le gros problème aussi que nous avons en France, c'est comment grandit-on dans une entreprise, c'est de manière verticale. Et j'ai vu des managers qui étaient promus managers, qui n'osaient pas dire « je ne veux pas », parce que ça ne se fait pas de refuser une promotion. Et la promotion n'est que verticale. En plus, le manager auquel je pense était issu de sa propre équipe. Donc, il était collègue, il est devenu manager, donc les collègues sont devenus collaborateurs. Et il a eu 2 ans de souffrance avant de faire un burn-out.
Est-ce que vous avez envie d'être manager? Ce que vous disiez au tout début, pour l'instant, alors j'ai l'impression que ça vient plus de l'entreprise que de vous. Hein, voilà. Je vous parle d'envie. Si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y, allez-y. Autrement, oh ben oui, mais ils vont me dire non, ils vont pas vouloir. Oh, puis c'est pas le moment. Et puis, attendez, vous donnez tout pouvoir aux autres. Et vous, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous reste comme force? Tout est basé sur l'envie, sur le désir. Alors allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Pas facile, hein? Pas si facile que ça. Oui, donc je reviens à ces soft skills dont on parle beaucoup maintenant. Le franglais m'énerve puissamment parce que la plupart des Français ne parlent pas anglais et sont avec des termes qui ne sont pas incarnés. Si je vous dis soft skills, vous allez le traduire comment? Eh ben, en fait, elles sont compétences molles. C'est pas très sympa, des compétences molles. Hein. Oui, elles peuvent être douces, mais enfin, ça nous dit quoi, des compétences douces ou molles? Hein, c'est pas très, très gratifiant. Eh ben, traduit en français dans la langue, j'allais dire la langue de Shakespeare, non, dans la langue de Molière, c'est simplement le savoir-être. Et on parle trop peu du savoir-être. Alors, le savoir-être, qui est vraiment l'un de mes dadas, imaginez, il n'y a pas que des buveurs de thé parmi vous, mais le savoir-être, c'est le sachet de thé qu'on met dans la tasse et qui diffuse du savoir-faire. Si vous gardez cette image-là, vous ferez bien. Parce que vous serez bien. Ça a du sens ce que je vous dis là? Tout commence par le savoir-être. Vous pouvez avoir un manager hyper technique, hyper manager, compétent, mais s'il n'a pas un bon relationnel, s'il n'y a pas un bon feeling, s'il n'y a pas le plaisir de travailler avec, dans un super binôme, s'il se conduit comme un gougnafier, hein, en prédateur sexuel, ou puisque c'est, hein, on en parle beaucoup en ce moment, et je ne plaisante pas, eh ben, il peut être un super technicien, mais s'il n'a pas le savoir-être, il ne sera pas un bon manager. Hein. Donc le savoir-être, c'est la base de tout. C'est vraiment. Il y en a qui boivent du thé quand même parmi vous, j'espère. Bon, et la prochaine fois où vous buvez du thé, si vous mettez un sachet, moi j'utilise pas les sachets parce que je préfère le thé en vrac, mais bon, prenez un sachet de thé, hein, et mettez-le dans la tasse et laissez diffuser. Et vous allez voir, et vous allez arriver au savoir-faire, c'est génial. Et là, le thé il va être magnifique, il va être super bon. Hein. Mais vous faites ça avec autre chose, si vous faites un bouillon cube ou n'importe, mais l'idée, c'est je pars de la base de l'humain pour aller vers une pratique, une action, une compétence, des potentiels, un style, hein, tout un tas de choses. N'hésitez pas à m'interrompre. Ça va? Oui? Attendez le micro. Je fais mon sport de la semaine en même temps, c'est très bien. Tu vas faire tes 10 000 pas. Pour lire quelques articles sur ce genre de sujet, ça fait la notion de soft skills, par exemple, quelqu'un comme Julia de Funès le critique de manière assez forte en disant qu'on tombe dans la bisounourserie et que on en vient finalement à faire prévaloir le soft skills par rapport à la compétence. Alors je pense que il y a un équilibre à trouver entre les deux, Oui. mais on lit pas mal ça en ce moment. On revient un peu en arrière. On a des entreprises qui ont vraiment favorisé le soft skills et qui se retrouvent finalement dans l'incapacité de faire leur travail. Et d'autres entreprises qu'on connaît plutôt bien ici dans la salle qui font valoriser la compétence par rapport aux soft skills, et on va effectivement être dans des écueils de management que vous décrivez. Ouais. Donc comment on équilibre ça finalement? C'est pas forcément toujours facile parce qu'on a appris en France que la fonction prédomine, la fonction manager, donc on est dans le savoir-faire, on est dans la technique. Si on s'éloigne de la technique et que l'on réfléchit, ok, comment est-ce que je travaille avec les collaborateurs, c'est-à-dire quelle relation j'établis avec eux pour leur donner confiance, une relation de confiance, pour qu'ils soient autonomes et qu'ils se sentent en sécurité. Ça, c'est du savoir-être et ce n'est pas de la technique. Et si les collaborateurs ne sont pas en confiance, ne se sentent pas en sécurité, donc écoutés, entendus, on est d'accord, pas d'accord, on ne va pas pouvoir bien travailler ensemble. Tout peut être exploité et amplifié.
Alors, le côté bisounours n'a absolument aucun intérêt. On est dans l'entreprise, on doit travailler ensemble, nous devons tous produire quelque chose. Mais vous voyez que, par exemple, à compétence égale, un recruteur va recruter qui? Il va recruter un technicien ou il va recruter un relationnel? Posez-vous la question dans le recrutement. Est-ce que vous préférez avoir 50 euros, je vous laisse parler après, est-ce que vous préférez avoir 50 euros de moins par mois et avoir une super équipe avec laquelle vous vous entendez bien parce qu'il y a du savoir-être, parce qu'il y a de la confiance, de la sécurité, il y a du bien-être, ou est-ce que vous préférez gagner 50 euros de plus et vous êtes avec des gens qui sont dans la technique, certes, mais pas du tout dans la communication. On a besoin de communiquer et c'est ça dont beaucoup de collaborateurs souffrent en ce moment avec le télétravail. Je ne sais pas si je réponds à votre interrogation. Et après vous. Si, dans une certaine mesure, parce que moi, je suis pas un Dassault historique du tout, et je viens d'une autre entreprise où on était plutôt dans le soft skills et on a vu des gens arriver dans des positions managériales en n'ayant pas de résistance au stress finalement, et en étant dans la bienveillance confondante, en plus de la prédominance aujourd'hui de tous les risques psychosociaux auxquels les managers sont pas préparés, donc on a tendance à jouer le copinage pour éviter d'aller dans le conflit. Et arrivant chez Dassault aujourd'hui, voir des gens qui n'ont aucun savoir-être et être dans des positions prédominantes, être censé devoir embarquer des organisations entières sur des projets, tout en écrasant à peu près tout le monde de leur façon de se comporter. Et alors, on peut leur reconnaître une compétence très forte, mais finalement, les autres se sentent passe-plat à côté, quoi. Et c'est là où je me dis, finalement, cette personne-là, on voit bien pourquoi elle a été recrutée, et on voit aussi pourquoi il n'aurait pas fallu la mettre là, finalement. Donc, Oui. Et donc, toute ma question, c'est un moment dans le management, comment on arrive à rééquilibrer ça entre une personne qui arrive à finalement exprimer ses compétences et être aussi dans une position managériale significative. Oui. Alors, j'entends bien votre question maintenant, elle est plus claire pour moi. Vous voulez poser votre question maintenant ou j'évoquais tout à l'heure la posture méta. Je suis à ma place avec vous. On parle beaucoup de bienveillance. La bienveillance est complètement galvaudée et c'est sacrément dommage parce que qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est bienveillant? C'est quelqu'un, pour moi, qui est un veilleur. Le veilleur, il met de la lumière dans l'ombre. Mais c'est tout. Les autres sont agissants. Si vous êtes en posture méta, vous restez à votre place, à votre juste place, et vous n'entrez pas dans le copinage. Et c'est ça que les managers doivent comprendre. Je peux être avec vous, mais moi je tutoie pas, parce que ce serait trop m'approcher des personnes et être dans une familiarité qui ne me convient pas. Je vous donne mon exemple. Par exemple, dans ma fonction d'accompagnatrice, donc je garde le vous parce que c'est ma protection. En revanche, bon, pas là, mais j'appelle toutes les personnes par leur prénom parce que la personne qui est nommée existe. Je crée du lien pour que la personne soit en sécurité, en confiance, en autonomie et que nous soyons ensemble. C'est ethos, E-T-H-O-S, être ensemble, mais à sa juste place. Un manager n'est pas un copain, un manager n'est pas un ami, un manager n'est pas un collègue. C'est pour ça que pour des managers qui sont issus de leur équipe, c'est sacrément difficile de passer de collègue à manager. Maintenant, c'est moi qui commande. C'est une question de dosage, de comprendre bien et sa mission et sa fonction et d'être très au clair dans son savoir-être. Moi, je suis au clair dans mon savoir-être. Je peux plaisanter avec les personnes, je peux bousculer, je peux faire tout un tas de choses. Je suis à ma place et mon habit virtuel d'accompagnatrice me protège. Les managers doivent penser que leur habit virtuel de manager est une protection, mais encore faut-il rester dans cet habit de manager. Quand on joue au théâtre, on a un rôle, on ne va pas prendre le rôle de l'autre. On ne va pas jouer le cœur, on reste dans son rôle. Le manager, c'est exactement pareil, il doit rester dans son rôle de manager. Pas toujours facile, effectivement. Oui.
Oui. Oui. Vous vouliez dire quelque chose, je vous ai fait attendre longtemps, excusez-moi. Remarque Oui. de recruter des gens par leur savoir-être ou par leur technique. Moi, je suis dans un métier où on est très technique. Oui, On cherche des ingénieurs qui font de la mécanique, de l'hydraulique, qui savent dessiner des pièces, qui savent concevoir, dimensionner tout ça. Et c'est vrai que on sort un petit peu d'école, on a plein de compétences techniques. Et des ingénieurs en mécanique, on en trouve. Mais par contre, quand on se retrouve après en discussion type machine à café ou discussion de couloir, ou dans le travail, et là, on se rend compte que l'école du savoir-être, on est à des niveaux très, très hétérogènes. Et je pense que ce serait bien, dans des formations avec des conférences comme ça, où on incite les collaborateurs à aller prendre des cours de savoir-être au travail. Mais vraiment, parce qu'on a tous des compétences techniques qui sont reconnues par nos managers, mais moi, ma difficulté aujourd'hui, c'est de composer avec des gens qui n'ont pas du tout le même savoir-être. Ça, c'est compliqué. Oui. Et d'éduquer, c'était ce qui était écrit de faire, notamment, d'éduquer des jeunes qui viennent d'arriver, qui connaissent rien au monde du travail, qui se permettent certaines choses. Moi, j'aurais fait ça à mon époque quand je suis arrivé ici, et je me serais fait tirer dessus. Aujourd'hui, j'en prends note pour essayer de temps en temps de recadrer. Mais on est dans une génération où on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. c'est vrai On est bridé par Oui. attention, faut pas dire ça, Oui. attention, faut ménager les gens, etc. Ouais. Ouais, bah, à une époque, ça filait bien plus droit parce que les gens avaient du savoir-être au travail. D'où, et je vous remercie vraiment de vos interventions. Il y a quelque chose qui pêche dans notre monde maintenant, où les managers sont assez perdus. Vous dites, on n'a plus le droit, on est dans l'interdit. L'interdit n'a jamais intéressé, enfin, c'est pas du tout intéressant. Interdisez à un ado de sortir le soir, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va rompre l'interdit, bien évidemment. Hein. C'est important qu'on prenne le temps de l'insertion professionnelle, surtout avec Génération Z, attention, hein, c'est les deux millénaires, hein, parce que Zemmour a pris l'appellation aussi. Génération Z, je travaille avec eux, qui n'ont pas du tout la même éducation que Tu veux dire par là, Dominique, qui sont nés en 2000? 2000, oui, voilà, d'accord. merci. Parce que les millénaires qui sont nés en 2000. C'est important de prendre le temps, et c'est là où nous ne le prenons pas, je dis nous, hein, où nous ne prenons pas le temps, de l'insertion, c'est-à-dire une nouvelle équipe se crée parce qu'un nouveau collaborateur ou des nouveaux collaborateurs arrivent ou des collaborateurs s'en vont. Prendre le temps, moi, manager, comment je fonctionne. Ce que j'attends de vous, les règles, le cadrage sur la tenue, les horaires, le niveau de langage, le relationnel, c'est-à-dire donner vraiment un cadre, non pas inamovible, mais s'il n'y a pas de cadre, il ne peut pas y avoir de liberté parce que les uns et les autres ne savent pas jusqu'où ils peuvent aller. Et comme on s'aperçoit qu'il y a un grand défaut d'éducation maintenant, que ce soit de l'instruction ou au niveau culturel, il faut remettre, mais d'emblée, le cadre d'intervention et comment fonctionnons-nous ensemble. Ça prend beaucoup moins de temps que de ne pas le faire et que ça dure après au fur et à mesure avec des amplifications. De suite, si je suis face à des personnes qui ont des modes d'intervention qui ne me conviennent pas, je me rappelle une fois, il y avait une jeune femme africaine, on était sur une grande table et je lui dis, vous me donnerez votre CV à la suite. On me balance le CV comme ça. Je l'ai regardé, j'ai regardé le CV, je l'ai pas bougé. Et elle a compris, c'était pas une mauvaise éducation de sa part, c'était elle voulait me l'envoyer, et puis c'était tout simple, c'est tout. Mais je lui ai dit non, ça ne se passe pas comme ça, je vous demande quelque chose, vous venez me le donner. Et de suite. Alors on pense que ça prend du temps, mais ça prend beaucoup plus de temps de devoir rectifier et de devoir recadrer. Regardez le nombre de fois où vous devez recadrer parce que les choses n'ont pas été claires initialement. Si la chose est dite une fois, elle doit être redite de manière régulière. Comment travaillons-nous ensemble? Le registre de langage, les comportements, l'habillement, etc., etc.
c'est pas facile, mais c'est travailler simplement avec des êtres humains, avec toutes les métamorphoses qui existent à l'heure actuelle. Et Dieu sait si elles sont nombreuses. Oui, Isabelle. Alors, ce qui est un peu troublant dans ce que tu évoques, Dominique, et dans ce que vient d'évoquer monsieur, c'est qu'on parle d'éducation au travail, mais moi, ce que j'entends, c'est éducation tout court, en fait. Bien sûr. Et ça, c'est quand même un petit peu plus problématique, parce que ça, c'est censé se faire bien en amont, Oui. et bien des années avant qu'on arrive dans l'entreprise. Oui. Voilà, donc ça, c'est même pas. Alors, est-ce qu'on peut imaginer des formations à l'éducation? Ça me paraît un petit peu. C'est. Oui. 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 Il y a plusieurs choses, hein. Il y a instruction, éducation. Et c'est là où effectivement, je me permets, pardon, je Oui, t'interromps, oui, Dominique. oui. C'est là où effectivement, je rebondis aussi ce que disait monsieur tout à l'heure, où on confond bienveillance et laisser aller. Oui. Ou ce que Julia de Funès sous-entend et dénonce, effectivement, j'ai lu pas mal de ses articles, c'est que effectivement, on confond. Alors peut-être qu'elle le confond aussi, je sais pas, ça c'est un autre débat, mais bienveillance, ça veut pas dire de tolérance à n'importe quoi ou d'émission à n'importe quoi. Et là, est-ce qu'on n'est pas confronté tout simplement à un défaut d'éducation, mais tout court? Oui. Et comment est-ce que l'entreprise peut faire face à ça? Et est-ce qu'elle doit y faire face? Est-ce que ça fait partie de son rôle? Voilà, c'est une vraie question, mais c'est une question qui est un petit peu inquiétante à poser. Elle est inquiétante parce qu'elle devient systématique. J'avais juste une remarque. Nous avons eu un jeune dans l'équipe et donc effectivement, à un moment donné, je l'ai recadré par rapport à certaines attitudes et il m'a répondu, mais c'est pas écrit que c'est interdit. En fait, Oui, ça prend de cours. Oui. effectivement, c'est pas écrit que c'est interdit. Effectivement, nulle part il y a. Donc c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu, ouais, on ne sait pas trop quoi. Il y a quelque chose qui s'appelle le contrat moral. Le contrat moral qui doit être dit d'emblée, c'est comment travailler ensemble, c'est-à-dire comment savoir être ensemble. Et vous dites que ça prend beaucoup de temps, ça prend peu de temps. Ça prend peu de temps, ça prend le temps de se retrouver et de dire voilà où sont mes exigences, voilà où est le cadre. À partir de là, vous avez toute liberté. Mais ce que je vous demande, c'est de vous respecter et de nous respecter. Et puis, vous avez au moins la chance dans le privé de pouvoir licencier si une personne ne convient pas. Dans le public, ils ne l'ont pas. Oui, tout est relatif, hein. Mais dans le public, ils ne l'ont pas et je vois les dégâts que ça peut faire. Je vois les dégâts que peut faire un seul dans une équipe. Une personne qui refuse de travailler avec le groupe, qui s'habille n'importe comment, qui arrive en retard, qui prend l'entreprise comme un lieu. Bon, ben voilà, je suis payée à la fin de la semaine, mais je suis pas obligée de travailler pour, puisque de toute façon, on peut rien faire. Enfin, j'amplifie, mais c'est vrai que nous sommes confrontés à un gros travail d'instruction, d'éducation et de niveau culturel. Et je pense que non, normalement, ce ne serait pas le rôle de l'entreprise, mais si ce n'est pas fait avant, c'est au recrutement que tout se passe. Si la personne ne convient pas du niveau culturel, éducatif ou instructif, ben, vous faites le travail et vous reviendrez quand vous serez prêt. Alors encore faut-il s'en apercevoir au recrutement, c'est pas toujours simple. Quand ensuite la personne est intégrée dans l'entreprise et qu'il y a un problème, effectivement c'est plus compliqué à gérer une fois que la personne est là. Les collaborateurs, non plus. Oui, en plus. Eh ben oui, mais c'est ça qui est terrible. Oui. Faut composer avec ça, quoi.
ancien collègue et manager, Oui. elle n'est pas Elle facile. n'est pas facile. Elle n'est pas facile, mais toutes ces relations sont difficiles parce que j'ai l'impression qu'une part de nous les amplifie parce que, comme vous l'avez évoqué en un moment, il y a plein d'injonctions extérieures et il y a plein d'interdits. Jusqu'où je peux aller? J'ai eu le cas d'un gars, un Russe, qui buvait. Il démarrait à la vodka le matin. Et on m'a dit, mais Laure, on n'a pas le droit de... Je dis, bah, je suis désolée, moi, je prends le droit. C'est ma responsabilité. Il arrive, il pue la vodka. Bah, je suis allée le voir, je lui ai dit, vous arrivez, vous... Constat, pas jugement. Et c'est là où il y a une grande différence. Vous connaissez la communication non violente les uns et les autres? Ça vous dit, là, il faut travailler avec ça, hein, là-dessus. C'est fondamental. Constat, vous êtes arrivé hier matin, vous sentiez la vodka. Vous savez qu'un état d'ébriété est interdit dans cette entreprise, donc je vous demande de rentrer chez vous et demain matin, vous arrivez sans avoir bu. Contrat moral, d'accord, pas d'accord. Comment est-ce que vous allez arriver demain matin? Et je demande à la personne de reformuler son engagement. C'est très simple, c'est très rapide et la personne s'engage. Mais c'est à elle de le reformuler. C'est pas à moi de donner une injonction. Vous voyez comment on travaille? Comment est-ce que vous allez faire demain? Vous arrivez avec votre cas ou sans votre cas? Ben non, je ne boirai pas, enfin, oui, je suis désolée. Ok, donc vous vous engagez en toutes lettres. Votre engagement, c'est quoi? Et la personne le formule. Et là, le lendemain, si elle est en rupture de contrat, ben c'est dehors. Enfin, ça a l'air simple à dire. Nous sommes dans les relations humaines, donc rien n'est simple. Mais je dirais, par rapport à toutes ces injonctions et ces interdictions qu'on nous donne, nous avons malgré tout notre marge de manœuvre. Moi, en tant que responsable de groupe, je me donne le droit de. Vous voulez dire quelque chose? Je voulais juste rebondir sur le choix des collaborateurs et Oui. sur ce que disait monsieur tout à l'heure. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a moins le choix dans les candidats et on hésite des fois entre privilégier le savoir-être ou la compétence en fait. On doit hésiter parce qu'on ne trouve pas la perle rare, le mouton à 5 pattes, je sais pas, chacun l'appelle comme il veut. Et on se retrouve des fois dans ce choix à faire et c'est pas si simple, quoi. J'ai eu des cas, surtout en milieu hospitalier, avec des aides-soignantes qui peuvent manquer cruellement dans certains hôpitaux. Et la responsable des ressources humaines me disait, mais on prend tout, on prend n'importe qui. Bon, c'est un choix. Prendre n'importe qui, ça veut dire que après, les personnes ne venaient pas, maltraitaient parfois les patients, c'était des patients âgés, ne faisaient pas leur travail ou le faisaient n'importe comment. Donc, plutôt que de faire avec des personnes une fois titularisées, bien évidemment, hein, plutôt que de faire avec des personnes comme ça, je dirais, vous avez su faire sans le nombre de collaborateurs requis, pendant un temps, donnez-vous le droit de ne pas recruter n'importe qui. Parce que si je recrute n'importe qui, je peux m'attendre à n'importe quoi. Je ne vais pas me plaindre après et je ne vais pas aller recadrer. Hein? Le recrutement est fondamental. Mais imaginez chez vous, quelqu'un sonne, vous laissez rentrer n'importe qui? Non, t'es qui toi? Le recrutement, c'est pareil, on ne doit pas laisser rentrer n'importe qui. Quand vous êtes dans une solution de facilité, dites-vous que c'est la pire des solutions. Et en plus, quand vous n'avez pas, comme vous le dites, vous n'avez pas recruté vous-même, c'est important que par rapport à ce non-recrutement, que vous puissiez vous positionner en disant « moi, je n'aurais pas recruté cette personne », que vous donniez un signal d'alarme « je n'aurais pas recruté cette personne pour telle et telle raison ». Maintenant, vous me l'imposez dans mon équipe, je vais faire avec, mais voilà le risque, voilà les possibilités. C'est-à-dire toujours se positionner par rapport à une situation. Vous avez tout à fait le droit de dire là où vous êtes et de donner votre opinion. Si l'autre ne l'accepte pas, c'est son problème, ce n'est pas le vôtre. Mais vous existez là où vous êtes à votre juste place. On n'est pas là pour accepter tout et n'importe quoi. Mais la plupart du temps, on n'ose pas. Oh là, c'est le chef, c'est hiérarchique, et alors? Et alors? Non, mais pour vous, c'est important de vous être positionné par rapport à autrui et par rapport à une décision que vous n'avez pas prise. D'abord, ça fait du bien, et en plus, vous êtes clair. Et vous avez dit là où vous vous positionnez, et là, c'est clair. Parce que si quelque chose arrive, vous vous souvenez, vous l'avez dit. Donc, bon, voilà, maintenant, nous sommes d'accord, c'est QFD.
quelqu'un de mon équipe, quelqu'un d'un autre service avec qui on se doit de travailler. Oui. C'est une certaine forme d'incompétence. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Et c'est quoi ses compétences? Ah, maintenant, il est là, hein. Oui. Faut faire avec. Mais vous pouvez dire, moi, je veux pas quelqu'un d'incompétent dans mon équipe. Maintenant, Et vous l'imposez. Il est pas. Mais maintenant, on doit travailler avec lui. Il est pas dans mon équipe. On m'a fait comprendre, on n'avait personne. On a trouvé lui. Maintenant, il occupe la place. Il fait le job comme il peut. Et puis voilà. Vous imaginez? Et le nombre de coquilles qu'il a fallu rattraper derrière, le nombre de choses qui a essayé de traîner sous le tapis. Vous voyez, comme ça, c'est là où ça prend du temps. Ah oui. Parce C'est que pas à pouvoir faire le l'interview. travail à la place des gens parce qu'on sait qu'ils le font mal, ça Oui. prend beaucoup de temps. Et on a moins de temps pour Oui. s'occuper de nos collègues derrière. Je lis que font les managers quand ils font le travail des collaborateurs incompétents et qu'ils ne félicitent pas les collaborateurs compétents qui en font 2 fois plus que les autres. Et comme vous dites, madame, parfois il faut l'écrire. En France, on est un vieux pays, hein, on est un pays du papier, un pays de l'écrit, on n'a pas un pays de l'oral. Hein. Donc de plus en plus, on ressent le besoin d'écrire les choses pour laisser une trace. C'est épuisant. Si on fait le travail en amont, au début, on cadre, on n'accepte pas n'importe qui, on a la bienveillance, certes, mais l'exigence, encore une fois, le segment, il y a l'exigence et la bienveillance. Où est-ce que vous situez votre curseur? Il va plus vers exigence ou plus vers bienveillance? Moi, je veux bien être bienveillante, mais au début, il y a de l'exigence. Et s'il n'y a pas cette exigence, forcément, il y a des dommages collatéraux. On n'est pas assez exigeant à l'entrée des personnes dans l'entreprise. Donc, ça crée énormément de dégâts. Le temps perdu, l'argent perdu, ce collaborateur incompétent. Mais si on chiffrait combien il coûte réellement ce collaborateur, peut-être que l'entreprise... Non, mais combien ça coûte un incompétent? Multiplié par combien ça coûte les réunions qui s'éternisent. Admettons une réunion 1h30, 2 heures. Tout le monde, tu sais quoi, j'ai du travail, moi. Mais attends, t'es pas en train de travailler là pendant la réunion, on n'est pas en train de produire quelque chose. Aux États-Unis, c'est 45 minutes. Je vous dis pas encore une fois que c'est les États-Unis, mais parce que simplement, on s'est aperçu que la capacité d'une personne à se concentrer, c'est 45 minutes, c'est pas 1h30, 2 heures à blablater sur n'importe quoi. Un sujet par réunion, autrement ça vire au débat, hein, etc., etc., etc. Si les choses sont claires, sont cadrées et définies, qu'est-ce que c'est encore une fois que bien travailler? Et c'est la responsabilité des managers. Et de... Oui. Cette notion elle n'a pas la volonté de faire, je veux bien faire. Je vais faire ce que je peux, et puis c'est pas très grave, quoi. Oui, si c'est pas bien fait, c'est pas très grave. La conscience professionnelle, je trouve, elle a pas du tout le même niveau que celle que moi j'ai reçue de mes parents sur bien sûr. Si tu fais pas bien, Oui. ça va faire mal. Ça va tomber. C'est- Il va y avoir une seconde derrière, quoi. Mais avant, le travail était une valeur. Ce n'est plus une valeur, le travail. Qu'est-ce qui est une valeur? C'est une valeur, c'est l'argent, c'est le fric, c'est le pognon. Une valeur, c'est la rapidité. Il faut faire vite. Capacité de concentration pour la génération Z, c'est à peu de la génération Z, c'est il y a une quinzaine de minutes. Vous allez leur faire une réunion d'1h30, ça fait longtemps qu'ils vous ont lâché. Vous croyez qu'ils vont rester 3 ans dans l'entreprise? Déjà 6 mois, c'est énorme. Alors, les managers ne savent pas travailler avec les jeunes. Oui, par des études, pas plus que des stats, puisque moi je ne parle pas chiffres, mais par des études de sociologues, par des témoignages aussi. Quand j'ai fait ma conférence sur la génération Z, j'ai interviewé nombre de managers et de jeunes, et c'est comme ça que j'ai pu en tirer. Non, ça vient pas, je l'ai pas sorti du chapeau. Vous aurez dit ça. Oui. C'est un témoignage. Mon sentiment, Oui. pour les jeunes gens que je peux côtoyer chez Dassault, c'est pas ça, quoi. Tant mieux. Tant mieux. Là, c'est une appréciation globale. Mais heureusement, il y a des jeunes qui s'investissent énormément parce qu'ils choisissent ce métier d'ingénieur, mais ils le choisissent, ce métier, et ils s'investissent et ça leur plaît. Mais ce qu'ils demandent aux managers, c'est pas d'être le pater familia ou le père fouettard, c'est d'être un coach, c'est-à-dire quelqu'un qui les accompagne, qui sait leur donner du feedback, qui sait les encourager, qui sait leur dire « t'es en sécurité avec moi, je te dirai quand ça va et quand ça va pas, je t'accompagne, je te regarde faire, vas-y, comment vas-tu faire ?»
crois que c'est ça. Merci. Il y a une vraie opportunité avec cette nouvelle génération qui Bien effectivement ne fonctionne pas comme on a pu être éduqué, ça je le conçois. Moi je trouve que la meilleure école déjà c'est à la maison, hein, parce que moi j'ai des ados, Oui. déjà il faut que je m'adapte, hein, parce que si je leur fais la même chose que ce que m'a fait mon père, je pense que ça va pas bien se passer. Non, mais Il sans interdit parler, de non, mais poigner. sans aller dans une coercition à outrance, mais voilà, il y avait, comme tu dis, il y avait une certaine discipline, une certaine rigueur. Il faut faire les choses différemment, et je trouve le décalage qui donne aux valeurs qui ont pu être celles qui nous ont été inculquées est aussi assez intéressant. Oui. La valeur travail notamment, c'est-à-dire que on sort d'une génération où on faisait toute notre vie dans une entreprise et on était dévoué au travail à l'entreprise, et peut-être que les autres choses de la vie passaient après. Eux, ils inversent un petit peu ces rapports-là. La vie avant Je tout. trouve que là, alors effectivement, dès qu'on est dans l'excès, mais dans un sens ou dans l'autre, c'est pas bon, hein. Mais je trouve que l'inversion qu'ils font des rapports, comme le gars qui dit, moi je viens, je travaille 3 ans, je me fais un peu de fric, et puis après je fais le tour du monde pendant 1 an. Ça, c'est un truc qui ne serait jamais passé par la tête. Et je trouve que c'est aussi intéressant de voir ce mode de fonctionnement, parce que ça donne un moyen de relativiser. Donc je rejoins ce que tu dis. C'est pas non plus complètement tout négatif. Après, on va tomber dans des excès, effectivement. Mais comme la personne à qui tu n'arrives pas à faire prendre ses congés parce qu'il n'y a que le travail, ou celle qui part en retraite et qui est malheureuse parce qu'elle elle sait pas du tout ce qu'elle va faire le jour d'après. Voilà, je trouve que c'est cette inversion, enfin, ce changement de paradigme est intéressant. C'est une génération elle est fascinante comme toutes les générations. Elle nous bouscule, mais les managers ne sont pas du tout formés à pouvoir les accompagner. Beaucoup de managers disent, moi je sais même pas comment faire. Hein. Là je suis. Oui. 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 On n'a pas les outils. Oui. Oui. C'est pas toujours. Et les modèles qu'on a, des fois aussi dans l'entreprise, sont pas. Il y a des modèles, voilà, qui sont des fois très autoritaires, etc. Et donc c'est pas facile effectivement de trouver sa voie entre effectivement les exigences, la bienveillance, comme vous disiez. Je pense que c'est pas évident. Oui. Je dirais, il y a une chose dont on parle peu en entreprise, c'est le ressenti. Certains d'entre vous ont fait un MBTI? Non, personne. Oh là là, vous l'avez fait? Bon, vraiment, je vous souhaite de le faire parce que c'est tellement, moi je trouve ça tellement fascinant. Bon, le ressenti, on parle peu du ressenti, mais le ressenti, c'est qu'est-ce que je sens? Je le sens bien ou je le sens pas bien? Parfois, on dit à vue de nez, je le sens bon. C'est-à-dire de se faire confiance et de faire aussi confiance à l'autre. On a besoin d'écouter ces personnes qui rentrent, qui viennent dans l'entreprise et qui vont travailler avec nous. C'est-à-dire, pour les extravertis, taisez-vous. Le plus grand travail de communication, c'est le regard et l'écoute. Ce n'est pas la parole. Donc, écouter l'autre, la voir dans son comportement et de voir quelle personne elle peut être. Je vous écoute. Et là, la personne, elle y va et elle va se montrer, elle va donner à voir et on va pouvoir percevoir un certain nombre d'autres choses qu'on n'aurait pas perçues si on avait été dans un entretien directif, voire même semi-directif. Hein. C'est important de laisser cet espace où la personne va venir vers nous et déclarer sa vraie personnalité. Donc, n'oubliez pas le ressenti. Et le ressenti, c'est quoi? Eh ben, c'est les sensations, mais c'est aussi le cœur qui va décider. Alors, on parle pas de cœur dans l'entreprise, je ne sais pas, hein, mais c'est dommage parce que c'est le cœur qui décide. La tête, elle réfléchit, mais le cœur décide. Donc, c'est important dans le recrutement de le laisser parler, ce cœur. J'ai envie de travailler avec cette personne ou pas? Alors, il y a les super ingénieurs hyper compétents. Là, j'ai besoin d'un compétent. Bon, d'accord, le gars, il est mutique. Eh ben, tant pis, il est mutique, mais il embête personne et il sera un super bon ingénieur. Au contraire, non. Là, sur quoi j'ai besoin de plus de relationnel? Il y a des fonctions sur lesquelles j'ai besoin de plus de relationnel, des fonctions sur lesquelles j'ai besoin de plus de fonctionnel, de rectitude, de prudence, en fonction des différents métiers, c'est différent, oui. Oui. Même si la personne est ultra compétente pour une fonction donnée, il faut penser à l'étape d'après. Et donc le savoir-être en général reste, alors que le savoir-faire
Absolument. Voilà. Absolument. D'où j'insiste sur ce savoir-être. Il est fondamental. Le sachet de thé qui infuse. S'il n'y a pas le savoir-être, au début, il n'y sera pas le savoir-être. Il n'y sera pas le savoir-être. Un acteur peut très bien dire son texte, mais je pense à Jean-Paul Léaud, que j'aime bien par ailleurs, enfin je ne sais pas si vous voyez, Jean-Pierre Léaud, hein, qui est un piètre acteur, je viens de le revoir dans La Nuit américaine, il n'a jamais su jouer, c'est pas grave. Bon, mais il joue quand même, voilà. Eh ben, il y en a qui savent jamais jouer, mais qui jouent quand même. Puis finalement, bah voilà, ils font plaisir à tout le monde. Si tout nous regarde, Jean-Pierre, oui, c'est ça. Je regarde l'heure pour pas être en dépassement. Alors, je reviens quand même à ce management éthique. Donc, vous voyez bien que on ne peut pas être dans la recette, on ne peut pas être dans une modélisation. En revanche, repositionnement, non-jugement, savoir-être, ce sont vraiment les termes fondamentaux pour, à mon sens, pour bien accompagner une équipe et pour être bien à sa place. Mais je vous en prie, surtout restez à votre place, soyez consciente de est-ce que je suis à ma place quand je me comporte comme ça, quand je vais dire aux collaborateurs, je vais le faire à ta place, hein, ce que vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'il y en a un qui le fait mal, bah oui, la tentation, c'est attends, il m'énerve celui-là, bon, je vais le faire à sa place et ce sera fait. Et pendant que vous le faites à la place du collaborateur, vous ne faites pas votre travail de manager. Parce que vous avez deux cœurs de métier, les managers, le métier de manager et votre cœur de métier. Hein, vous avez deux doubles tâches. Hein. Donc, je reviens au management éthique. Le management éthique, c'est un management qui respire. Est-ce que quand vous travaillez, vous respirez en conscience? Enfin, ça peut paraître curieux comme question, mais on ne pense jamais qu'on est en train de respirer. Ben oui, mais si je ne suis pas en conscience de ma respiration pour me poser, apaiser mes émotions, accueillir ce qui va se passer et que je suis toujours sur le qui-vive, en veille. Si je suis en veille, dans cette veille-là, je ne suis pas bienveillante. Hein, je suis sur un qui-vive qui va me demander de répondre au tac au tac et d'être vraiment. Alors, je suis le premier à répondre. Hein. Donc, management qui respire, c'est un management qui accompagne. Vous êtes à côté. Essayez de prendre la posture de coach. Le coach n'est pas un guide, il n'est pas un conseil, il est un accompagnateur. Moi, je suis à côté des personnes, je les prends par la main. Ce sont eux qui travaillent. Imaginez, vous êtes un entraîneur. Hein. L'entraîneur, vous êtes des coureurs, vous, et l'un d'entre vous, tiens, vous êtes entraîneur. C'est pas l'entraîneur qui court, il regarde l'autre courir, et après, on fait le point, feedback, comment ça s'est passé, on travaille sur le comment, et c'est la personne qui va dire, ouais, c'est vrai, là, je suis parti trop vite, ou ouais, j'ai fait trop d'efforts, ou j'ai pas assez, ou autrement, tu vois, c'est vous qui allez tout dire. L'autre n'a rien fait, vous avez fait tout le travail, le collaborateur ne va pas bouger, il ne changera pas. La plupart des managers ont tendance à beaucoup faire à la place des collaborateurs. Faites-les travailler. Le seul moyen de faire travailler l'autre, c'est de lui poser des questions. Et la question est chez l'autre. C'est le principe du coaching. Hein. Je pose des questions. Alors, je peux être intelligente et avoir toutes les réponses possibles, aucun intérêt. C'est la personne qui va aller chercher la réponse. Et parfois, les personnes me disent « Je me suis jamais posé les questions. » Si on ne s'est jamais posé la question, comment voulez-vous avoir des réponses? Hein? Donc, prise de conscience, le manager est là comme un révélateur pour donner la possibilité aux collaborateurs de prendre conscience de la manière dont ils se comportent, dont ils agissent, dont ils communiquent, dont ils travaillent. Et dire, est-ce que vous savez, ces publicités, tu t'es vu quand tu as bu, hein, là, c'est, est-ce que tu t'es vu quand? Hein, la dernière fois, je t'ai regardé travailler, voilà ce que moi j'ai vu, constat, et toi, comment? Voilà. Et cet effet miroir pour que l'autre soit aussi en conscience. Les fondamentaux, donc, de ce management éthique, eh bien, je parle beaucoup de savoir-être, c'est déjà être en bonne santé, physique, mentale, émotionnelle. C'est de se sentir en totale sécurité. Si je me sens en sécurité dans une entreprise, avec mon manager, avec mes collaborateurs, je suis ancrée. Je ne suis pas stable. Là, je suis stable, mais on peut me déstabiliser. Ancrée,
je peux être ancrée en marchant, je suis bien, personne ne peut me déstabiliser parce que ma colonne vertébrale est droite, je suis à ma juste place et ça me donne la possibilité d'être mobile physiquement et mentalement parce que je suis en sécurité. Si je ne me sens pas en sécurité, je vais pas être mobile, hein. Je vais rester là où je suis, puis je bougerai surtout pas, hein, puis qu'on me voit pas, hein. Le management éthique commence par le management de soi. Le management de soi, c'est quoi? 0 culpabilité, 100% responsabilité. Tout manager est 100% responsable de sa posture, de son action, de sa réflexion, de son accompagnement. Mais il n'y a aucune culpabilité, je vous en prie, ça n'a strictement aucun intérêt. Repositionnement constant, voilà, c'est simplement, vous voyez, bon, moi je bouge un peu, je n'ai pas envie de rester sur une chaise, je gigote pas, mais j'ai besoin de me sentir vivante, active, en présence, en relation, voilà. Bon, je suis une extravertie, donc ça me va bien, mais bon. De l'intégrité, est-ce que je dis ce que je pense, est-ce que je fais ce que je dis, etc., etc. Est-ce que je suis à ma juste place, hein? De la justesse et de la cohérence. Cohérence avec moi et cohérence avec l'équipe pour créer une cohésion et être en coopération, hein. Tous ces mots qu'on utilise et parfois on en abuse, mais on les vide de sens et c'est sacrément dommage, hein. Être dans le non-jugement. Alors, être dans le non-jugement, imaginez combien de fois par jour vous jugez trop grand, trop gros, trop maigre, trop vieux, trop petit, trop « oh celui-là il m'énerve », hein. À quoi ça sert? Si vous payez 10 centimes par jugement, je vous jure que vous payez des vacances superbes à la fin de l'année, hein. On est constamment dans le jugement. Constamment dans le jugement. Dès que vous sentez que vous êtes dans le jugement par rapport à une personne, un collaborateur ou un hiérarchique, stop, constat. Qu'est-ce que je constate? C'est complètement autre chose d'être dans le constat que d'être dans le jugement, hein. Le jugement sert à quoi? Il m'entrave et il me prive de la connaissance de l'autre. Il me prive de créer du lien avec autrui. Si je suis dans le constat, ok, voilà ce que je constate, maintenant qu'est-ce que je peux faire à partir de ce constat? Là, ce collaborateur, il se tient comme un gougnafier, je constate, il a fait ça, ça, ça et ça, comment est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et comment je vais lui proposer de changer, de bouger par rapport à ça? C'est pas moi, je vais pas le changer, personne ne peut changer qui que ce soit. En revanche, ce que je peux changer, c'est la relation que j'établis avec autrui. Alors, comment gérer donc là aussi la crainte du conflit. Si on dit quelque chose à quelqu'un, qu'il s'agisse d'un collègue ou d'un collaborateur, être 100% responsable, être en conscience dans ce qu'on fait, bien sûr, mais on a parfois aussi des craintes de provoquer des conflits en disant des choses, en faisant des constats, justement. Et certaines personnes vont prendre les constats comme des jugements, justement. Oui. Comment est-ce qu'on gère ça? Je suis jamais dans la crainte. Enfin, ça peut paraître ambitieux, mais je suis pas dans la crainte. Si l'autre le prend mal, si l'autre rentre dans le conflit, ça lui appartient, ça m'appartient pas, mais je préviens. Voilà, je voulais te parler à partir d'un certain nombre de choses que j'ai pu constater. Tu vois, mardi dernier à 10h, quand tu as rencontré tel collaborateur, tu t'es mis à crier, à élever la voix. Bon, je sais pas ce qui s'est passé pour toi. Voilà ce que j'ai pu constater. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et je préviens, je suis dans le constat, hein. Il n'y a pas de jugement, mais j'aimerais savoir ce qui se passe pour toi. Et voilà comment je te propose de travailler. Maintenant, si l'autre le prend mal, si l'autre est vexé, si l'autre est blessé, ça lui appartient. C'est pas facile à faire. Hein, parce qu'on dit, non, j'ai peur de le blesser, je vais pas lui dire, oh, j'ai peur de le vexer. Mais stop, que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Allez-y. Quelle est votre intention? Partez de votre intention. Qu'est-ce que je veux dire à l'autre? Pour quelle finalité? Et je plante le décor. Voilà, je voudrais te parler de ce que j'ai pu constater, hein, de là où je suis. Après, je te laisse la parole, comme ça tu me diras, toi, comment tu l'as vécu. Et là, on se parle, on ouvre le dialogue. Mais si je commence à dire, tu vois, alors là, la dernière fois, tu t'es tenu n'importe comment, tu l'as engueulé, mais non, c'est pas vrai. Et ben voilà, ça y est, c'est foutu, hein. On prend le temps de se poser, de planter le décor. Action, jeu. Ça prend du temps. Qu'est-ce que c'est aidant? Ça prend le peu de temps qui sera bien plus long par la suite, hein. Je termine avec donc non-jugement.
Avoir une vision globale, c'est quoi une vision globale et une conscience globale? C'est avoir une vision des moyens, de la stratégie et des effets à court, moyen, long terme. De ne pas être simplement dans l'ici et le maintenant, mais de dire, voilà, les conséquences de ce que j'enclenche en ce moment. Hein. Se connecter à sa propre force. Est-ce que je me sens forte? Vous avez tous travaillé sur mes forces, mes faiblesses, mes menaces et, je sais plus, mes opportunités. Ça vous dit quelque chose? Les SWOTs. Voilà. Est-ce que je suis ancrée, forte, bien à ma juste place? Être des hommes et des femmes justes, non pas dans le sens de justice-injustice, mais dans le sens de je suis à ma place, je suis qui je suis et je suis bien. Maintenant, les réactions de l'autre ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à l'autre. Et ça, on l'apprend en coaching. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Qu'est-ce qui est sous mon contrôle, qu'est-ce qui n'est pas sous mon contrôle? Et de faire cette part des choses, ça nous rend beaucoup plus forts parce qu'on n'est pas en train d'aller piquer ses bagages à l'autre. Lâchez les bagages de l'autre, laissez-lui ses sacs. À chacun son bagage. Hein. On a déjà bien suffisamment de choses à porter les uns et les autres. Respect de soi et des autres, bien évidemment, mais de le dire, qu'est-ce qu'on met dans le respect? Savoir-être. Savoir-être. Hein. Des relations d'être à être et non pas de fonction à fonction. Je vais m'expliquer, et non pas de problème à problème. Hein. Équité des personnes, hiérarchie des fonctions. La reine d'Angleterre, paix à son âme, était une reine. Bon, c'était une fonction, mais c'était une personne comme vous et moi. Un jour, j'ai dû travailler avec le PDG de Airbus. Airbus, je sais plus quoi, il s'appelait François. Et je lui ai dit, je vous appellerai François et pas monsieur, parce que nous travaillons tous les deux en coaching. Bon, il a resserré sa cravate, rouge. D'accord, ma feuille, je crois qu'il avait un petit peu de mal à descendre de sa fonction. Et je n'étais pas trop familière, mais simplement, comme j'accompagne quelqu'un, je ne peux pas accompagner quelqu'un dans une relation hiérarchique. J'accompagne une personne dans l'équité des personnes. Je ne parle pas d'égalité, je parle d'équité. Hein. Des intérêts communs, bien évidemment. Hein. Quels sont vos intérêts, ceux de la hiérarchie, ceux des actionnaires, du discernement, c'est-à-dire prendre le recul nécessaire pour ne pas pour ne pas tout recevoir et tout prendre sur soi. Parce que après, on rentre avec plein de, le mot est extrême, mais plein de déchets chez soi. Hein. Faut vider la poubelle de temps en temps. Hein. De l'empathie, c'est quoi? De quoi l'autre a besoin que moi je peux lui donner, bien évidemment. Mais son besoin, il peut aussi le remplir tout seul. Un face-à-face d'écoute, d'ouverture et aller chercher les potentiels des uns et des autres. C'est tout ce que l'on peut faire. Ce sont les richesses infinies. Hein. Parce qu'autrement, et je vais terminer avec ça, mais alors, je continue quand même. Un cadre clair, le cadre, il doit être donné dès le début, mais il doit être répété. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être venu. Le cadre doit être donné d'emblée, dès le début, et il doit être redonné. Vous voyez bien avec les enfants, non mais je t'avais dit mais on était d'accord pour, même mari-femme, enfin tout ce que vous voulez, on doit se redire les choses, bien évidemment. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, mais bon, d'accord. Une communication vraie, une communication sincère, c'est-à-dire sortir du flou, sortir du non-dit. Ah non, mais je lui ai fait comprendre. Attends, tu lui as dit ou je lui ai fait comprendre, s'il n'a pas compris, c'est son problème. Ah non, c'est pas son problème, c'est moi qui ne suis pas fait entendre. Il ne veut pas m'entendre. Mais non, c'est pas il ne veut pas m'entendre, c'est moi qui ne me fais pas entendre par lui. C'est pas la même chose, c'est pas le même positionnement. Hein. Alors effectivement, si l'autre est de mauvaise foi, bon, je lâche. À un moment, il faut savoir lâcher aussi. Hein. Donner du sens à sa vie, à ses actions, développer un regard intérieur qui nous empêche d'être envahis par les regards extérieurs et les jugements extérieurs. On est jugé à longueur de journée par des collègues, par des hiérarchies, trop lente, trop ci, trop ça, trop... Hein. Et surtout un maximum de résultats pour un minimum d'efforts. Tout ce que l'on fait parfois pour arriver à 3 fois rien. Et si on revient, on se dit, ouais, j'aurais pu vraiment faire autrement là. Hein. Bon. Et à quoi je contribue chaque jour?
dans la journée, à quoi j'ai contribué, qu'est-ce qui a été important pour moi, qu'est-ce qui reste de tout ce que j'ai fait. Parce qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant et je vais terminer avec, c'est l'ego. On apprend au tout petit dans certaines ces living schools l'histoire de Crocodile et Grand Trésor. Enfin, c'est pas une histoire. Crocodile, c'est l'ego qui nous dévore et Grand Trésor, c'est les potentiels, c'est toute cette infinie possibilité de créativité et d'innovation. Et les enfants ont toute liberté. Simplement, Crocodile, il est dévorant. Les managers, plus on monte là-haut, et regardez nos politiques, ils sont complètement dans l'ego. Moi, je les juge. Ils sont complètement dans l'ego, ils sont dans le pouvoir du pouvoir. C'est moi qui règne, c'est moi qui sais. Le pouvoir de l'argent, le pouvoir d'être dans sa bulle, dans son jet privé, ils descendent dans la rue en dehors des périodes d'élection, vaguement, sur certains marchés où je suis sûre de ne pas me faire marcher dessus. Hein. L'ego est ce qui domine dans nos civilisations occidentales. Moi, nous sommes des enflures d'ego. Redescendre. Moi, tiens, mes potentiels. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je vais proposer? Qu'est-ce que je vais ouvrir comme possibilité? Hein? Alors, l'ego, c'est quand je me compare, je suis plus fort ou non, je suis nul, c'est de l'ego. C'est de l'ego. À quoi ça sert d'être le plus fort ou d'être le plus nul, hein, on n'est pas dans la compétition. J'ai raison, j'ai aussi raison d'avoir tort. Hein, oui, pourquoi pas, on peut aller jusque-là. Hein. Je sais mieux que toi, attends, laisse, je vais faire. Hein, je fais à la place et j'apprends pas à l'autre à faire et à être autonome. Je réponds du tac au tac, hein, oui, chez les élèves. Moi, madame. Hein, il y a de ça chez nous, puisque l'entreprise est calquée sur le modèle scolaire. Je suis le meilleur, je sais, moi, madame, hein, ou moi, monsieur. Hein, au détriment du ressenti, de la justesse et autres. Attends, je vais t'aider. Alors ça, c'est le sauveur. Oh là là, le sauveur, c'est tellement magnifique d'aider. Oh bah oui, là, j'ai sauvé des vies hein, aujourd'hui. Vous en sauvez combien par jour hein? Et je suis fière de toi. Alors ça peut paraître très très curieux. Soyez prudent avec ça. Quand vous dites je suis fière de toi, vous vous appropriez la réussite de l'autre. Et l'autre, il lui reste plus rien. C'est, je dis là, t'as super réussi, bravo. Tu vois, tu y es arrivé. Toi, c'est pas je suis fière de toi. Que vous dire d'autre? Je vois que l'heure approche. Il y a un mot que je voudrais vous donner. Il est pas facile. Je vais l'écrire là. C'est l'ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme, je vous jure qu'il existe. Très fréquent sur les réseaux sociaux, notamment. Et moi, je ne vais pas du tout sur les réseaux sociaux. L'ultra-crépidarianisme caractérise ceux qui savent tout sur tout, surtout s'ils sont incompétents. Mais comme aujourd'hui, on demande à tout le monde, dites ce que vous pensez, manifestez-vous, tout le monde y va, bien évidemment, surtout sur ce qu'on ne connaît pas. Et Dieu sait s'il se passe des choses dans notre monde, hein, Israël, Palestine, Ukraine, Corée, etc., etc. Et tout le monde la ramène. Oui, c'était à la télé, je sais, je le ramène, ultra-crépidarianisme. Et souvent les managers n'osent pas dire qu'ils ne savent pas. C'est dommage. Je peux très bien dire, et moi ça m'est arrivé, je n'ai pas la réponse, et surtout avec les étudiants qui vous titillent, bien sûr, il va sortir un gros truc, tiens, elle ne sait pas, elle ne va pas pouvoir répondre. Non, je n'ai pas la réponse, on va regarder chacun de son côté, et le premier qui trouve le dit à l'autre. J'avoue que je ne sais pas, je n'ai pas réponse à tout. Mais regardez, vous avez plein de collègues autour de vous qui savent tout sur tout et puis qui la ramènent tout le temps et bla et bla et bla et bla. L'ego. C'est tout plein le monde est tout plein de grenouilles qui veulent se faire aussi grosses que le bœuf. Hein. Je pense qu'il va falloir que j'abrège là. Alors, un mot de conclusion. Que vous dire par rapport à tout ça? Bon, il y a encore bien d'autres choses. Oui, une question. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et là, vraiment,
je vous donne un travail à faire à la maison. Qu'est-ce qui vous tient à cœur et vous faites votre liste, hein, et qu'est-ce qui vous prend la tête et vous faites votre liste. Mais vraiment, faites-le pour vous, enfin si ça a du sens, bien évidemment, hein, pour faire le tri entre ce qui est essentiel, ce qui est fondamental pour vous, et tout ce que j'appelle des encombrants. Les encombrants que il vaut mieux les mettre à la poubelle plutôt que vous trimballez. Vous n'êtes pas venu avec votre poubelle aujourd'hui, hein. Donc les encombrants, il faut savoir les virer. Et si je dois conclure avec les 3 mots fondamentaux, hein, de l'ensemble de ce que je vous ai présenté, c'est le savoir-être, le repositionnement et les potentiels. Et le 4e, ce sera le non-jugement, qui est beaucoup plus difficile, mais voilà, donc ça fait 4 mots. Savoir-être, repositionnement, non-jugement, potentiel. Et ben ça fait du pain sur la planche.